Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. Alfayda, c'est la référence. Sarah Koli, Sarah Biji, dans la région de Kolda, il est 12h00. Mesdames et messieurs, merci de la confiance renouvelée à la radio Alfayda pour vous informer. Et vous avez fait le bon choix si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce samedi 3 mai 2025. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information sur la référence. L'heure du journal, voici le sommaire. Diminuer le paludisme et avoir 0 cas à l'horizon 2030 à Kolda. Le district sanitaire a formé les animateurs de radio, les communicateurs traditionnels et les acteurs communautaires afin d'atteindre un taux de couverture de 90%. 15 étudiants de l'école inter-État des sciences et médecine vétérinaire de Dakar ont séjourné durant un mois à Vélingara. Vaccination des petits ruminants, la prise en charge de certaines pathologies, conseils aux éleveurs, entre autres. Votre rubrique Djangodochi, Bienen Anamou, apprendre ensemble autrement, s'intéresse aujourd'hui à la responsabilité civile liée à la faute et à la réparation. La question des Fatou Sissé à la rencontre de Maître Adam Ndiaye. Sur l'international, une nouvelle étape de processus en cours pour la résolution du conflit dans l'est de la RDC, une semaine après la signature d'une déclaration de principe entre Kinshasa et Kigali. Et puis sport, pour son entrée en lice à la Coupe du monde de beach soccer, le Sénégal s'est largement imposé face à l'Espagne. Les Lions joueront demain en quart de finale le Tahiti. La revue des quotidiens, dernière note de ce journal. Mesdames et messieurs, gardez votre confort d'écoute de développement, c'est juste après ceci. Le journal Serigne Moussa Kane. Qui vous dit bonjour, Sidi Haj Libas Mbaye assure les opérations techniques, je vous le disais en titre, sciences et médecine vétérinaire à Vélingara, une activité qui entre dans le cadre d'un fructueux partenaire entre AVSF et établissements universitaires. Ainsi, plusieurs activités sont déroulées durant la période d'1 mois. Et là, Ndiaye, coordinateur des programmes AVSF pour la Casamance, au micro de Yacoub Fall. En fait, AVSF, Agronome Vétérinaire Sans Frontières, est en partenariat depuis très longtemps avec l'école inter-État des sciences et médecine vétérinaire via Vétérinaires Sans Frontières International. Donc, c'est à travers ce partenariat qu'on a l'habitude d'accueillir de manière assez régulière des étudiants, soit pour des sujets de mémoire, soit pour des thématiques spécifiques qu'ils viennent traiter dans le cadre de la mise en œuvre de nos projets sur des thématiques assez classiques sur la santé animale, le développement de l'élevage, entre autres. Donc cette année aussi, c'est précisé davantage, ou bien on l'a développé davantage, et on a eu un groupe de 15 stagiaires qui sont venus passer 1 mois de stage rural dans le département, et nous les avons accueillis avec bien sûr le concours du service départemental de l'élevage et des services des 2 privés qui sont installés dans la zone. Rappelez au coup. Les activités, ils sont répartis sur plusieurs groupes. Comme je l'ai dit, l'élevage, c'est un tout. Nous, globalement, on a beaucoup d'activités liées à la sensibilisation, mais liées aussi à des appuis en traitement d'un certain nombre de pathologies pour les éleveurs qu'on accompagne. Aussi bien des éleveurs laitiers qui font de l'embouche, qui amènent une activité quand même économique assez importante, mais aussi un certain nombre d'activités type sensibilisation sur des maladies zoonotiques, sensibilisation sur l'utilisation abusive des médicaments, sur les antibiorésistants, etc. Donc c'est beaucoup d'activités quand même que nous menons en tant qu'ONG, en tant qu'agent de développement sur ces projets-là. Mais aussi, on les a aussi mis en relation avec le service départemental de l'élevage qui fait avec eux aussi des activités régaliennes classiques que le service a l'habitude de faire, telles que tout ce qui est vérification au niveau des abattoirs, mais aussi un appui au niveau du service, du déroulement classique du service en termes de contrôle des animaux, en termes de l'espace sanitaire, etc. Au niveau des services, de vétérinaires privés aussi, eux, c'est des privés qui sont installés et qui font exclusivement de la médecine animale. À l'instant, il a Ndiaye, coordonnateur de programme AVSF pour la Casamance, qui réagissait au micro de Yacoub Fall. 15 étudiants de l'école inter-État de sciences et médecine vétérinaire de Dakar, accompagnés de leurs professeurs, ont séjourné durant 1 mois à Vélingara. Des activités dans les zones ciblées, la vaccination des petits ruminants, la prise en charge de certaines pathologies. Dr Sayed Ademou, assistant au service de chirurgie reproduction avec Babacar Diouf. Comme il est de coutume à l'école inter-État des sciences et médecine vétérinaire, les étudiants en fin de formation doivent réaliser un stage rural dans le cadre donc parfaire leur formation, parce que au niveau de l'école ils ont la partie théorique et les conditions donc idéales. Donc c'est l'occasion pour eux de se retrouver aussi dans le monde rural pour partager un peu leur formation et avoir aussi des expériences de ceux qui exercent dans cette zone-là. Et donc c'est dans ce cadre donc on s'est retrouvé dans la région de Vélingara pour le stage
stage rural de cette année, donc 2024-2025. Donc il y a 2 axes qui ont été pris. Il y a l'axe Kaolack-Vélingara et il y a l'axe Dara, donc où les étudiants aussi sont répartis au niveau de cette zone, donc dans le cadre de ce stage rural. Okay, donc la zone de Vélingara, donc je crois c'est dans les années 2017, avait aussi accueilli donc le stage rural, mais après cela il y a eu la période Covid qui a quand même bousculé un peu les choses et les stages ont repris. On s'arrêtait jusqu'à la région de Tamba. Donc c'est nouvellement encore qu'on est revenu sur la zone de Vélingara et cela grâce à la collaboration donc de AVSF, donc qui nous a sollicité donc et qui nous aide dans le cadre de ce stage rural. Et donc les activités que nous menons avec AVSF, c'est plus disons axé sur la vaccination, sur la prise en charge donc des pathologies rencontrées sur le terrain et aussi donc dans l'appui conseil donc des éleveurs, que ce soit donc dans le cadre de l'embauche ou bien dans la production laitière. Amadou Sow, il est étudiant en 5e année sur la production animale et la faiblesse de la production laitière constatée dans cette zone due à des pathologies. Je pense que le docteur a résumé presque toutes nos appréciations. On nous a appris beaucoup de choses sur la production animale et ces règles-là sont très loin, ces normes sont très loin d'être appliquées dans ces secteurs. Donc je pense que c'était l'intérêt de nos stages de venir de voir des choses qui sont nouvelles, que nous ne connaissions pas et de voir les réalités du temps. Donc ici on s'est rendu compte que l'élevage, malgré qu'il est en fait ici, mais dans des conditions où vraiment on peine à produire. Donc on a vu des élevages où on a 10 vaches laitières qui n'arrivent même pas à produire plus de 6, ce qui est très dommage par rapport à tout ça. Des effectifs de 34, de quarantaine de vaches qui produisent moins de 10 litres. Donc ça, c'est triste. La faiblesse de la production laitière est souvent expliquée par la pression des pathologies, que ce soit la trypanosomose, les autres pathologies qu'on rencontre ici. Parce qu'en discutant avec l'éleveur, on s'est rendu compte qu'il y a souvent des problèmes respiratoires, souvent c'est la pasteurellose. Il y a d'autres pathologies comme la fièvre afteuse aussi qui sévit. Donc cette pression-là empêche la production, mais en plus de ça, il y a l'alimentation qui est plus importante. Souvent, on nous dit que c'est 70% des coûts d'élevage. Donc, dans ces conditions-là où l'animal va chercher lui-même à nourrir avec les efforts, dépenses énergétiques qu'il fait, donc il ne va plus produire correctement. C'est ça le problème qu'on a vu et c'est dommage de trouver des effectifs qui produisent aussi. Un autre étudiant sénégalais en 5e année qui revient sur le stage rural qui entre dans le cadre d'une collaboration entre l'établissement universitaire et AVSF, il s'appelle Landry Nitemo, au micro de Babacar Diouf. En ce qui concerne l'étude que nous avons visité, il faut tout de même dire que, comme les gens ont pu constater, c'est loin de la réalité que nous avons imaginée ou bien le cours théorique. Dans le cours théorique, on voyait beaucoup plus de mécanisation, alors qu'ici, c'est un peu la réalité. Mais il faut dire que le constat n'est pas mal. Je vois qu'il y a une bonne organisation en ce qui concerne les théories. Les membres sont bien identifiés. Chacun joue son rôle, la collecte se fait correctement, il y a des jeux fixes pour la collecte surtout. La transformation, même si ce n'est pas aussi mécanisé, elle est bien organisée en chaîne de telle sorte qu'à assurer la qualité et l'hygiène du produit. Et il y a les mesures de qualité qui se fait avec le produit, le lait, qui est très important. Donc je pense qu'en termes d'appréciation, il y a beaucoup d'efforts à mettre comme la mécanisation, mais c'est quand même appréciable. L'insémination artificielle pourrait être une solution dans la mesure où on veut augmenter la production laitière, parce que c'est une amélioration de race à ce niveau qu'on vise, et des races plus productives. Mais il faut noter qu'il ne s'agit pas aussi de faire seulement l'insémination artificielle, parce que plus vous avez des races de haute production, plus aussi les exigences sont élevées. Et ici, les gens disent à peine avec les races locales à assurer l'existence alimentaire, de santé. Donc, si un jour on envisage l'insémination artificielle, il faudrait aussi accompagner avec les moyens qu'il faut pour que ça puisse aller ensemble. À l'instant, Landry Nitemo, élève en 5e année de sciences et médecine vétérinaire qui était à Vélingara, une activité qui rentre dans le cadre d'un fructueux partenaire entre AVSF et cet établissement universitaire. Les activités de la caravane de l'insertion des jeunes ont été lancées à Kolda, dont l'objectif est d'accompagner les jeunes sortants des écoles de formation professionnelle pour les aider à monter des projets. Aminata Ndoye, directrice de l'insertion au ministère de la formation professionnelle et technique. Procéder au lancement des activités dénommées caravanes de l'insertion, qu'on a donc baptisé les Etoukhey de l'insertion. Les Etoukhey de l'insertion concernent les activités de renforcement de capacité des jeunes sortants et sortis des établissements de formation professionnelle publics et privés. Ces activités vont concerner donc des formations sur les techniques de recherche d'emploi salarié, mais également sur le parcours entrepreneurial du jeune diplômé. Nous sommes en compagnie donc de notre
notre partenaire technique et financier, la GIZ, qui nous accompagne dans la réalisation de cette importante activité dénommée Etoukhey, pour pouvoir donc accompagner l'ensemble des jeunes sortants de nos établissements de formation professionnelle dans le monde du travail. Donc, et pour ça, il va falloir qu'on les capacite, qu'on les outille pour qu'ils soient donc assez préparés pour leur entrée dans la vie professionnelle. C'est une approche différenciée parce que le ministère de la formation professionnelle a lancé un nouveau dispositif innovant d'insertion professionnelle des jeunes qui consiste en des activités d'accompagnement professionnel déjà. L'accompagnement professionnel, c'est vraiment des sessions de formation qui leur permettent d'avoir l'ensemble des outils qui leur permettent leur entrée dans la vie professionnelle, que ce soit en emploi salarié ou en entrepreneuriat. Nous sommes accompagnés donc d'experts en la matière et qui vont les encadrer pendant ces 48 heures-là à pouvoir construire ce qu'on appelle le projet professionnel. L'insertion professionnelle, il y a beaucoup de défis qui sont donc de mise. C'est pourquoi l'approche qu'on a préconisée, c'est une approche participative, inclusive, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui gravitent autour des questions d'insertion et d'emploi. Donc on s'est dit qu'on va donc créer des cadres de concertation où on va réunir l'ensemble des acteurs qui interviennent dans le domaine de l'emploi, de l'insertion professionnelle des jeunes. Et à la suite de ça, nous allons faire une campagne d'activité, d'accompagnement d'abord, mais ensuite des tribunes de mise en relation entre l'offre et la demande d'emploi. Après ces Etoukhey, nous allons procéder à des matinées d'insertion. Ces matinées d'insertion, nous allons donc mettre en relation les sortants de nos établissements de formation professionnelle avec le secteur privé, mais également nous allons venir avec des services financiers qui vont accompagner les jeunes qui auront le profil d'entrepreneur ou qui voudront aller vers l'auto-emploi. À l'instant, Aminata Ndoye, directrice de l'insertion au ministère de la formation professionnelle et technique, Etoukhey des jeunes. La coopération allemande à travers GIZ a ambition d'accompagner tout ce qui est formation et insertion des jeunes, des initiatives à travers une approche participative et d'aller vers de mise en relation entre jeunes qui auront le profil d'entrepreneur. Amadou Tidjane Diallo, il est conseiller technique au programme Réussir au Sénégal de la GIZ. L'objectif du programme Réussir au Sénégal, justement, c'est d'accompagner l'État du Sénégal dans tout ce qui est formation et insertion des jeunes. Donc c'est en ce sens que nous travaillons directement avec la direction de l'insertion en particulier, qui travaille directement sur l'insertion des jeunes. Et donc tout ce qui est initiative d'accompagnement des jeunes vers l'insertion, donc nous, en tant que programme de la GIZ, en tant que programme Réussir au Sénégal, nous accompagnons ces initiatives-là, justement pour permettre à ces jeunes-là de pouvoir avoir les outils nécessaires afin de pouvoir compétir en tout cas sur le marché du travail qui devient de plus en plus dur et qui ça demande de plus en plus de préparation. Nous travaillons vraiment avec les structures de l'État qui sont là en permanence parce que la GIZ c'est des projets, le projet peut finir aujourd'hui, peut finir demain, mais si nous travaillons avec les structures de l'État, c'est justement dans l'objectif de pouvoir pérenniser ces activités-là parce que l'État est tout le temps là, c'est une continuité. Nous, dans notre approche, c'est vraiment travailler main dans la main et travailler vraiment sur des activités concertées et planifiées ensemble avec le ministère, avec les agences du ministère pour que demain, si le projet en tout cas finit, que l'État puisse toujours continuer ces activités-là au niveau national. L'actualité régionale, nationale, c'est sur Alfayda FM 90.1. Si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce samedi 3 mai 2025, l'info se poursuit sur la référence. Dakar de Medina Gounass, le ministre de la Santé et de l'Action sociale, a acheminé un important lot de médicaments pour une valeur de 12 millions pour prendre aux besoins sanitaires des pèlerins. Dr Yaya Baldé, il est le directeur régional de la santé de Kolda au micro de Abdoulaye Diallo. Comme à l'accoutumée, toujours ces produits sont livrés. Aujourd'hui aussi, on a respecté la tradition. Les produits viennent d'arriver. Pourquoi il y a eu d'ailleurs ce petit léger retard, c'est qu'il y a eu un renfort de médicaments que nous avons reçu dans la matinée. Il fallait donc aussi embarquer tous ces produits pour donc assister à ces médicaments. Donc c'est conformément à une expression de besoin qui a été faite et qui a été largement satisfaite. Donc cette année, ce qu'il faut savoir, c'est que vraiment on a été un appui extrêmement important de notre ministère de tutelle et au-delà des quantités habituelles. Ce qui fait que donc, en tout cas, les besoins, les demandes exprimées ont été couvertes. Nous avons également d'autres produits sont attendus parce qu'il y a encore d'autres partenaires qui vont se manifester, comme nous avons un événement qui va durer une dizaine de jours. Mais actuellement déjà, nous voyons que fin prêt pour accueillir les pèlerins dans de très bonnes conditions. Et les pharmaciens ont travaillé ensemble, pharmaciens de district, pharmaciens de la PRA. Donc tous les techniciens ont travaillé avec toute l'expérience qu'ils ont de l'événement pour voir les produits qui étaient les plus adaptés pour pouvoir faire face à cet événement religieux d'envergure sous-régionale. Mais aussi
aussi, nous avons tenu aussi à commander des produits également d'officine, de spécialité, pour aussi soulager certains pèlerins qui parfois ont des produits qu'ils prennent de façon personnelle. Ça permet également de soulager. Donc il y a tout ce volet social qui a été pris en compte. Vous voyez aussi que le paludisme, aussi les moustiquaires sont là. Également, il y a toute la logistique aussi qui va arriver dans la soirée, notamment le camion de consultation médicale qui va arriver, mais également le camion de radiologie mobile du programme national de lutte contre la tuberculose. Il y a autant plus maintenant d'autres partenaires comme l'université qui vont envoyer également des médecins. Donc il y a toutes les équipes. Vous avez vu aussi que les sapeurs-pompiers sont déjà en place avec l'équipe médicale. C'est tout cela qui va travailler en harmonie pour couvrir de façon optimale cet événement. Nous sommes en tout cas très optimistes que les conditions sont réunies, que nous sommes fin prêts et féliciter les équipes. L'objectif général, c'est que les pèlerins qui arrivent, on voudrait qu'ils soient dans de bonnes conditions de santé pour assurer effectuer leur pèlerinage dans de très bonnes conditions. Vous savez que ici c'est une lutte spirituelle, dans des conditions assez difficiles. Ils sont à une dizaine de kilomètres de Mendebounas. Notre ministère, la pharmacie nationale d'approvisionnement, et donc tout le monde a mis en tout cas du sien. Le coût aujourd'hui, pour le moment, on peut l'estimer autour de 12 millions. 12 millions de médicaments qui sont là quand on prend en compte les intrants et tout. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un événement de 10 jours. Ça veut dire que des produits continueront à arriver. Santé, nous y sommes et nous y restons. Je vous le disais en titre, campagne de distribution des moustiquaires de masse. Le district sanitaire de Kolda a formé les animateurs de radio, les communicateurs traditionnels et les acteurs communautaires afin d'atteindre un taux de couverture de 90%. Ousmane Dem est le chargé de l'éducation et de l'information au niveau du district. Il est interrogé par Demba Baldé. On est là dans la phase de préparation pour la distribution de moustiquaires imprégnés au niveau du district sanitaire de Kolda. Précisément, mais c'est à l'échelle de la région qu'on va faire cette activité. On était avec la formation des animateurs de radio et des communicateurs traditionnels pour pouvoir dissimuler l'information dans la communauté. Durant même cette période, actuellement, on a commencé aujourd'hui la formation des acteurs communautaires qui seront chargés du recensement de la population, mais également du recensement des ménages. Parce qu'on parle ici de population, mais l'objectif, c'est de savoir combien de moustiquaires faut-il donner à chaque ménage. Parce que notre objectif, c'est de couvrir l'ensemble des couchages au niveau du département en Milda. Parce que la finalité, on veut que toutes les familles puissent détenir suffisamment de Milda pour que l'utilisation soit toute l'année, toutes les nuits, mais également toute la famille. Parce qu'on veut un taux d'utilisation qui avoisine les 90%. On pense qu'on pourra diminuer l'incidence du paludisme de 25%. Et notre objectif, c'est zéro paludisme à l'horizon 2030. Et pour cela, il nous faut déployer beaucoup de moyens. Raison pour laquelle le district de santé de Kolda, à l'instar des autres districts, s'engage à faire une bonne distribution. Du 25 jusqu'au 30, nous allons passer dans une phase de recensement des ménages, des couchages et du nombre de personnes vivant dans les ménages. Mais à partir du 2, également, les relais vont passer ménage par ménage pour recenser les couchages et les ménages. Aujourd'hui, on les forme pour pouvoir recenser. À partir du 2 jusqu'au 6, donc ce sera des journées de recensement. À partir du 6, on va également observer une période de réclamation parce que lors du recensement, les relais peuvent sauter des ménages. Mais après cette phase, on va laisser encore du 6 au 11 pour que les ménages sautés puissent revenir et réclamer leur recensement pour qu'on puisse également les intégrer dans le comptage. Après cette période dépassée, à partir du 12, du 11 jusqu'au 15, donc nous allons passer à des périodes de distribution et les ménages seront regroupés à qu'on appelle en unité de distribution. Vous suivez le journal. Sur Alfayda FM, la radio qui vous informe partout que vous soyez dans le monde. Le mouvement Kolda Debout d'Abdourahmane Baldé Doura se mobilise. C'est ainsi que le réseau des sages a été mis en place dans une ambiance bon enfant sous la supervision de Mamadou Salif Diallo Ditchaka. Au micro de Papa Kajeli Badji. Nous sommes dans le processus de restructuration du mouvement. Nous avons un planning d'installation des différentes structures. Nous avons jugé nécessaire de démarrer par les cadres pour plusieurs raisons. Donc aujourd'hui, cette assemblée-là s'inscrit dans ce cadre-là. Et l'objectif de cette assemblée, c'était de réorganiser vraiment le réseau des charges du mouvement MKD pour vraiment reprendre les activités politiques, surtout en perspective des élections locales qui se profilent à l'horizon. Voilà, nous avons pu installer le bureau. Nous avons dégagé aussi les perspectives. Déjà, le travail qui est attendu de ce mouvement qui se résume fondamentalement à 2 ou 3 orientations. La
D'abord, c'est la massification, essayer de renforcer davantage le groupe, renforcer le réseau, aller à l'assaut des quartiers et des autres communes, parce que le mouvement a une dimension départementale, si vous voulez, régionale. Donc ce cadre-là a pour mission d'aller vraiment préparer les élections, parce que le mouvement Kolda Debout vraiment compte cette fois-ci se battre pour installer son leader au niveau de la mairie de Kolda. Parce que moi je le dis et ça n'engage que moi, je dis que le fondement du mouvement Kolda Debout, c'est l'élection d'Abdourahmane Baldé au niveau de la mairie de Kolda. C'est ce qui a motivé dans un premier temps l'installation de ce mouvement-là. Nous voulons vraiment aller à l'atteinte de cet objectif-là en 2027. Qui parle de sages, parle de régulateurs. Qu'est-ce qui est attendu de ces sages? Ils vont travailler dans la massification. Ils vont renforcer aussi vraiment la cohésion dans le groupe, surtout à travers la médiation et la conciliation, parce que vous n'êtes pas sans savoir que politique rime avec incompréhension, politique rime avec conflit à l'intérieur. Donc la deuxième mission, c'est vraiment d'aller vers la médiation pour permettre à tous les membres du mouvement d'être ensemble pour aller vers cet objectif-là. Et l'autre, c'est fondamentalement ce travail de réflexion, d'accompagnement, parce que nous avons la chance aussi d'avoir dans le groupe des sages qui ont de l'expérience en matière de politique. Ils ont vécu, ils ont duré vraiment dans certaines localités et pour la plupart, c'est des cadres. À l'instant, Mamadou Salif Diallo dit Tchaka Kolda Debout, ce mouvement politique est en train de se réorganiser et Sekouna Baldé a été porté à la tête du réseau des sages et compte se battre qu'enfin leur leader soit mis à la tête de la mairie de Kolda en 2027. Je dois en premier lieu d'abord remercier mon président Abdourahmane Baldé. C'est sa confiance portée sur ma personne. Je dois prendre des responsabilités à encore mieux travailler et faire encore du mieux. C'est bien que nous avons fait quelque chose et maintenant encore on va redoubler d'efforts et encore continuer dans le travail. Oui, c'est pas facile, vous avez parfaitement raison. Les choses, je peux dire que c'est le moteur. C'est dis-toi, un responsable qui a des choses expérimentées, il peut penser à aller en avant. Et j'espère que cette confiance-là, nous allons l'assumer. Inch'Allah, s'il plaît au bon Dieu. C'est que la plupart dans les partis, les sages sont ceux qui sont considérés comme des médiateurs. Chez vous, c'est le cas? Non, ici, c'est tout ce qui fera la bonne marche du groupe. Vraiment, nous sommes pour ça. Bon, les médiateurs, quand vous dites encore médiateurs, c'est trop accentué sur les sages. Mais quand même, c'est la démocratie. Nous avons un président, vous savez que le mouvement Kolda Debout, c'est tellement organisé. Et chacun a son devoir et chacun a sa ligne. Et je crois que toutefois, nous allons essayer de discuter avant de faire quoi que ce soit. Chaque fois que nous avons notre autorisation à faire quelque chose, et nous allons le faire et assumer les responsabilités. Vous roulez pour la massification du parti pour élire enfin La massification, nous en sommes tous les jours. On n'attend pas le jour des élections pour massifier le mouvement Kolda Debout. Le mouvement Kolda Debout, c'est un groupe qui travaille tous les jours et sa politique, c'est du jour au jour. Et ça, vraiment, et voilà ce qui le montre. L'objectif, c'est de voir Abdourahmane à la mairie. C'est notre objectif principal. Et nous sommes réunis et nous avons discuté et notre seule décision, seul objectif, c'est porter Abdourahmane Baldé à la mairie de Kolda. Et ce compris au bon Dieu. Et nous le souhaitons en tant que sage, mère, père de famille, tous réunis. Et vous avez vu la foule, vous avez vu le groupe qui est réuni ici aujourd'hui. Tout ça, je crois que ça montre qu'il y a un travail à la base. Et nous avons donné aucun sou à quelqu'un pour venir. Et chacun s'est débrouillé avec ses propres moyens. Et nous sommes encore plus déterminés à soutenir notre président. Inch'Allah, Inch'Allah. Ce sera plus le combat d'Abdourahmane. Nous, ce qu'on veut, c'est de dire, monsieur le président, venez prendre les fauteuils de la mairie de Kolda. C'est ça notre objectif. Il est 12h22 au lycée de Bambali, sortie des populations des communes de Bambali et de Djatakunda. Elle réclame la construction d'un pont entre les deux villages pour relier les départements de Sédhiou et Goudon. François Mamadou Boimane, il est le président de la jeunesse de Bambali. Nous sommes réunis aujourd'hui pour évoquer un projet d'une importance capitale pour notre développement local, la construction d'un pont reliant Bambali à Djatakunda. Ce projet n'est pas simplement une infrastructure de plus. C'est une passerelle vers l'avenir, un levier de cohésion sociale, d'intégration économique et de facilitation des échanges entre nos populations.
Aujourd'hui, l'absence de ce pont constitue un véritable frein. En saison des pluies, les déplacements deviennent presque impossibles. Les élèves, les malades, les femmes, les autorités, etc. tous, un jour ou l'autre, ont connu l'angoisse de cette traversée. Construire ce pont, c'est désenclaver nos deux villages, accélérer les échanges commerciaux, faciliter l'accès aux services essentiels et renforcer les liens sociaux et familiaux entre nos deux villages, Bambali et Djatakunda. Nous, population de Bambali et Djatakunda, avons trouvé une alternative que nous comptons soumettre aux autorités étatiques, c'est-à-dire la réduction de la distance qui sépare les deux rives de 5 km à 3 km 15. Alors, si le pont se réalise, au lieu de 45 minutes de voyage, nous aurons juste 3 à 5 minutes de course. À l'école de la vie, tout s'apprend, tout s'enseigne. Votre rubrique Djangonochi Benen Anamo, apprendre ensemble autrement, s'intéresse aujourd'hui à la responsabilité civile liée à la faute et à la réparation. La question d'Eifatou Sissi à la rencontre de Maître Adam Ndiaye. Quelle que soit la faute qui a été commise, volontaire ou involontaire, la réparation s'impose. Celui qui cause un dommage à autrui est tenu de le réparer. Quelle est la signification de cette phrase en droit? Voilà, donc vous avez posé une question qui me paraît très importante. C'est un principe de droit qui est prévu par la loi. Maître Adam Ndiaye, avocat à la Cour. Donc, article 118 du Code des obligations civiles et commerciales qui dispose, je cite, est responsable celui qui, par sa faute, cause un dommage à autrui. Ça, c'est le siège de ce qu'on appelle la responsabilité civile. Le législateur prévoit que dans son action, l'homme peut être amené à causer un dommage à autrui. Et ce dommage à autrui mérite pour lui d'être réparé. En tout cas, la réparation se justifie. Ce fait générateur, comme on dit, de responsabilité civile, si vous lisez bien l'article 118, peut être une faute. Une faute peut être volontaire ou involontaire. Donc, ce qui fait donc, quelle que soit la faute qui a été commise, volontaire ou involontaire, la réparation s'impose. Maître Adam Ndiaye, donc avocat à la Cour, avec nous dans la rubrique Apprendre ensemble autrement concernant cette question relative à la responsabilité civile. Donc, ça veut dire que pour prétendre à une réparation, il faut quand même ce qu'on appelle ce fait générateur-là, dont je vous ai parlé, et donc qui peut être une faute. Alors, l'article 119 définit ce que peut être une faute. Et la loi dit donc que la faute est un manquement à une obligation préexistante de quelque nature que ce soit. Donc, ça veut dire que tout fait de l'homme cause un dommage à autrui, peut donc donner lieu à réparation, donc à des dommages et intérêts qui sont donc versés à la victime. Et la loi également poursuit pour dire que le juge qualifie les faits constitutifs de faute par rapport à la conduite de l'homme prudent, diligent et en tenant compte des circonstances de l'espèce. Là, ça nous renvoie à une expression que nous connaissons bien, nous les juristes, le comportement du bon père de famille. C'est-à-dire que tout homme est appelé à se conduire en bon père de famille. Mais en tout état de cause, les actions qu'il est censé mener peuvent causer des dommages et donc en pareille occurrence, il faudra donc les réparer. Donc la réparation peut être multiforme. Hein. Donc de toute façon, c'est le juge qui détermine le montant des dommages. De toute façon, la partie qui se dit victime peut solliciter un montant s'il estime que son préjudice ne peut être réparé que par ce montant. Et c'est au juge, compte tenu donc de l'article 120 du Code des obligations, de déterminer si le montant est bon et donc de fixer ce montant donc du préjudice. Donc voilà ce qu'on peut dire de façon très ramassée sur ce qu'on appelle la responsabilité civile. Alors cette responsabilité civile peut être engagée dans le cadre d'un procès civil, d'une action civile que l'on initie devant le tribunal de grande instance. Également peut être initiée de façon annexée, on va dire, à une procédure pénale. Parce qu'à l'occasion d'une procédure pénale, la partie qui se dit victime donc peut également solliciter des dommages et intérêts du fait de l'infraction qui est reprochée à la personne poursuivie. C'est pourquoi on vous dit souvent que lorsque le juge correctionnel est saisi, il y a une juxtaposition de l'action civile et de l'action publique. Et donc le juge, après avoir statué sur l'action publique, statue également sur l'action civile, parce que cette infraction qui donc est une faute peut générer des préjudices et qu'il faut donc réparer donc sur la base justement de 118 du Code des obligations civiles et commerciales.
Et voilà donc que c'est ici que se referme votre rubrique. J'ai relevé dans un éditorial de Béchir Ben Ahmed, publié après la récente tragédie des immigrants d'Afrique noire vers le mirage européen. Immigrants qui ont laissé sur les barrières de Melilla des morceaux de vêtements, des lambeaux de chair et une partie de notre dignité. J'ai lu dans cet éditorial: l'Afrique subsaharienne, 700 millions d'habitants, a jusqu'ici raté son développement économique et social parce que les gouvernements qui sont succédés à la tête des pays qui la composent n'ont pas su éduquer et soigner leur peuple pour les mettre utilement au travail. Héritiers du pouvoir colonial, de nations en constitution et de pays aux frontières arbitrairement tracées, ils n'ont pas pu maintenir à l'intérieur de leur pays la cohésion nationale et la paix. De leur côté, les anciennes puissances coloniales ont mal aidé. Quant à la Banque mondiale et au FMI, agents d'un ordre économique mondial injuste, ils ont erré. Cette conjonction de facteurs défavorables, toujours à l'œuvre en 2005, près de 50 ans après les indépendances, explique les malheurs actuels du seul continent qui voit augmenter le nombre de ses démunis. Fin de citation. Rendez-vous prochainement. Ndeye Fatou Cissé, revenez-nous vers la fin de cette édition pour les besoins de la revue des quotidiens. Il est 12h29 à Medina Baye. 5 heures de plus sur la bande de Gaza, l'actualité internationale. Actualité internationale. Une nouvelle étape du processus en cours pour la résolution du conflit dans l'est de la RDC, une semaine après la signature d'une déclaration de principe entre Kinshasa et Kigali. De négociations donc entre le Rwanda et la RDC en ce moment au Qatar, des discussions qui ont porté hier d'après le ministre qatarien des Affaires étrangères sur la situation humanitaire, alors que Kigali et Kinshasa se sont donnés jusqu'à demain vendredi pour parvenir à un avant-projet d'accord de paix, alors également que ce dernier jour, le M23 a poursuivi son avancée dans la province du Sud Kivu et s'est emparé de la localité de Kaziba. C'est à une trentaine de kilomètres au sud de Bukavu, la capitale provinciale. Et à Goma, au nord Kivu, cette semaine a été marquée par des mouvements de troupes démobilisés. D'une part, on vous en a parlé hier, les soldats de la SAMI-RDC, la force déployée par la communauté d'Afrique australe, qui ont débuté leur retrait. Et d'autre part, des militaires et des policiers congolais, eux aussi réfugiés depuis fin janvier dans une base de l'ONU et qui ont commencé à être transférés vers Kinshasa, opération sensible et encadrée par le Comité international de la Croix-Rouge. Actualité internationale. On attend maintenant la réponse du Sénat en République démocratique du Congo, alors que le ministre de la Justice entend poursuivre l'ancien président Joseph Kabila et dit avoir des preuves de son implication auprès des rebelles de l'AFC M23 soutenus par le Rwanda. La justice militaire hier a officiellement saisi le Sénat, Joseph Kabila étant sénateur à vie, pour demander de lever son immunité. Actualité internationale. Lui aussi garde un œil sur ce qui se passe dans l'Est congolais. Le président du Burundi, Évariste Ndayishimiye, invité hier chez nos confrères de France 24, l'Est congolais où le Burundi déploie des troupes aux côtés de l'armée congolaise pour traquer des rebelles burundais, mais également une région d'où le président burundais craint que son pays ne puisse être attaqué. Actualité internationale. Dans l'actualité des pays africains ce matin également, l'UA, l'Union africaine, qui estime que la transition gabonaise est globalement réussie et qui lève ses sanctions contre Libreville, sanctions prises en 2023 au moment du coup d'État du général Oligui Nguema, un général depuis en disponibilité de l'armée qui a largement remporté le mois dernier l'élection présidentielle. Samedi, il prendra officiellement ses fonctions de président de la République. Parmi les invités à la cérémonie, il y aura les chefs d'État du Rwanda et de la Guinée qui viendront ensemble. Le général Mamadi Doumbouya qui est attendu aujourd'hui à Kigali. Actualité internationale. Au Kenya, le président de l'Assemblée nationale dit son choc profond et sa tristesse indicible après qu'un député kényan a été tué hier soir en pleine rue à Nairobi, la capitale. Charles Were, membre du mouvement démocratique Orange de l'opposant Raila Odinga, d'après des témoins cités par la presse locale, son véhicule a été pris pour cible par deux hommes à moto, deux assaillants qui sont désormais recherchés par les autorités kenyanes. Actualité internationale.
et sport. Une page sportive que nous ouvrons avec le Mondial Beach Soccer. Hier, Italie a battu Oman 7-4, Chili bat Tahiti 7-6, Brésil bat Salvador 3-1, Espagne battue par le Sénégal 4-1. Ce soir, Japon, Bélarussie, Paraguay, Iran, Seychelles joue Guatemala, Mauritanie, Portugal. CAN U20 qui se déroule actuellement en Égypte. Le tenant du titre a été tenu en échec par la République centrafricaine sur le score de 1 but partout. Ce soir, Tanzanie joue Sierra Leone à 15h, Égypte, Zambie à 18h. Retour chez nous pour parler de la 22e journée de la Ligue 1. Ce soir, Génération Foot reçoit HLM à la Dior à 17h. Teungueth FC reçoit Walidane au stade Ngalandou Diouf. AS Pikine reçoit US Gorée. Jaraaf reçoit demain Jamono de Fatick. Casa Sport reçoit Oslo FA Aline Sitoé Diatta. AGEL de Rufisque reçoit Guédiawaye. Lundi, Linguère reçoit US Ouakam. Pour la Ligue 2, Thiès FC joue Cneps Excellence à 17h au stade Maniang Soumaré. AS Douane reçoit Jambar FC à Jagali Bakayoko. AS Cambérène joue Jambour de Louga au stade Parcelles Assainies. Et Sema FC reçoit AS Kaffrine à Aline Sitoé Diatta. RS Yoff reçoit NGB Niary Italie. AS Bambey reçoit Étoile Lusitana au stade municipal de Bambey. Demain, Stade Mbour reçoit Duc. AS Saloum reçoit Amitié FC ici à Lamine Gueye. 18e journée nationale 1 dans la poule A. Guelwaar joue Gazelle de Kédougou au stade Massen-Sen. Damel de Tivaouane reçoit Pépinière Sud au stade municipal de Tivaouane. Demain, US Rail joue Don Bosco. AS Kolda joue Demba Diop FC. Cœur Foot joue Coton Sports lundi. Pour la poule B, demain, Yego joue Université de Saint-Louis. Les autres rencontres sont prévues ce lundi. En Europe, 32e journée Ligue 1. Strasbourg PSG à 15h. Toulouse Rennes à 17h. Saint-Etienne Monaco à 19h. En Angleterre, 35e journée de la Prime League. Aston Villa Fulham. Everton Ipswich Town à 14h. Leicester Southampton. Arsenal Bournemouth à 16h30. Liga espagnole, 34e journée. Alaves reçoit Atlético Madrid à 12h. Villarreal reçoit Osasuna. Las Palmas joue Valence. Valladolid joue FC Barcelone. 32e journée Bundesliga. Mönchengladbach reçoit Hoffenheim à 13h30. Leipzig reçoit Bayern Munich. Saint Pauli reçoit Stuttgart. Union Berlin reçoit Werder Bremen. Borussia Dortmund reçoit Wolfsburg en Italie. On joue la 35e journée du Calcio italien. Cagliari reçoit Udinese. Parme joue Comme. Lecce joue Naples. Inter Milan joue Hellas Verona. Ça est tout pour cette page sportive. La revue de presse. L'Obs place Le Soleil, Sud Quotidien, Walf le matin. La presse du jour lue et parcourue en 2033 par Ndeye-Fatou Cissé. Conformité des médias, le CEDEPS recadre, le ministère relate ce matin Walf Quotidien. Le journal avec qui nous ouvrons cette revue des titres à la une des quotidiens sénégalais paru ce matin de relever à ce propos la position de Mamadou Ibra Kane. Il ne revient pas à l'autorité politique de dire qui a le droit d'être média au Sénégal. Subventions et sanctions, la presse sénégalaise sous condition, titre enquête qui parle d'un financement de 2,7 milliards réservé aux bons élèves, mise entre guillemets. Réforme en cours, gain de 20 places dans le rapport de Reporters sans frontières. Les associations de médias vont debout, écrit Le Soleil. En conférence de presse, le directeur de la communication Abiboudia a dévoilé les grandes lignes du rapport sur la réforme des médias, dit le quotidien national qui poursuit en soulignant, je cite, de la 94e à la 74e place les raisons du grand bond en avant du Sénégal. Au classement mondial de la liberté de la presse, le paradoxe note de son côté la tribune qui fait mention, je cite, de la situation économique catastrophique que traversent les médias avec une presse qui n'a jamais été aussi malmenée. Pacte de stabilité sociale, Sonko veut un cessez-le-feu de 3 ans. Le titre barre la une du journal Le Quotidien. Le patronat réclame la préférence nationale sur les marchés publics et sur le contenu local. Mentionne à ce propos la publication. Levée de l'immunité parlementaire des députés Moustapha Diop et Salimata Diop roule libre vers la haute cour. Titre ce matin Sud Quotidien. Et puis l'Observateur au pôle judiciaire financier de renseigner que les inculpés du Prodac passent à table. Extrait de leur cellule est entendu par le président du collège des juges d'instruction du PGF. Mamina Dafé et Ibrahim Sissé ont été confrontés, dit le quotidien du groupe Futur Média, à l'expert comptable Abdoulaye Dramé. Et puis Libération qui informe de la fin des conduites au parquet dans l'affaire des fonds Covid, titré, je cite, qu'un total de 5 milliards de
francs CFA a été consigné, visé par le parquet général. Les 5 anciens ministres mis en accusation ce 8 mai révèle le journal qui, dans l'affaire Boffa Bayotte, évoque le rejet du pourvoi en cassation de René Capain Bassène. La prison à vie confirmée à son encontre. Il annonce une grève de la faim totale et illimitée. Transport routier, le Mali accorde un délai de grâce de 15 jours aux gros porteurs hors normes. Informe dans sa parution du jour à l'évidence. Sport Beach Soccer Mondial 2025 Espagne-Sénégal. Les Lions surclassent la Roja et défient Tahiti ce dimanche. Se réjouit à sa une ce matin. Record. C'est la fin de cette édition. Une mise en onde de Sidraj Libas Mbaye. La rédaction en chef a été assurée par Ndeifatou Sissé. Était devant ce micro Serigne Moussa Kane. L'info revient dans moins de 20 minutes. Ce sera en Wolof. Tout de suite, le rappel de ce qui a fait l'essentiel de ces 12 heures. Diminuer le paludisme et avoir 0 cas à l'orée 2030 à Kolda. Le district sanitaire a formé les animateurs de radio, les communicateurs traditionnels et les acteurs communautaires afin d'atteindre un taux de couverture de 90%. 15 étudiants de l'école inter-État des services et médecine vétérinaire de Dakar ont séjourné durant un mois à Vélingara. Vaccination des petits ruminants et la prise en charge de certaines pathologies, conseil aux éleveurs, entre autres. Votre rubrique Djangondochi Benen Anam s'est intéressé aujourd'hui à la responsabilité civile liée à la faute et à la réparation. La question d'Eifatou Sissé s'est entretenue avec Maître Adam Ndiaye. Sur l'international, une nouvelle étape du processus en cours pour la résolution du conflit dans l'est de la RDC, une semaine après la signature d'une déclaration de principe entre Kinshasa et Kigali. Et puis sport, pour son entrée en lice à la Coupe du Monde de beach soccer, le Sénégal s'est largement imposé face à l'Espagne. La revue des quotidiens, dernière note de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir accueillis dans l'intimité de chez vous. Excellente sur les programmes sur la 90.1. Le journal Serigne Moussa Kane.